Luiz Inácio Lula da Silva est officiellement investi président du Brésil pour la troisième fois, 12 ans après son départ. Plusieurs personnalités ont été témoins de son installation, dont le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement a transmis les chaleureuses félicitations du président Assimi Goïta à son homologue brésilien. L'unification de la grille salariale, un acquis majeur pour la transition, signé par ordonnance par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'acte a permis au gouvernement d'atteindre des objectifs majeurs. À suivre dans ce journal un grand format qui vous permettra de mieux cerner l'effet de cette grille unifiée. La cellule de gestion du système d'information forestier SIFOR a un nouveau siège. L'infrastructure qui contribuera à améliorer les conditions de travail du personnel de la cellule est logée dans la base aérienne. Elle vient d'être inaugurée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Direction Brasilia, où Luiz Inácio Lula da Silva a retrouvé le palais présidentiel pour un troisième mandat. Il a été investi devant le Congrès. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, présent à la cérémonie d'investiture, a transmis les chaleureuses félicitations du président Assimi Goïta à son homologue brésilien. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Nouvel an, nouveau président pour le Brésil. Lula da Silva, 77 ans, signe son comeback à la tête du pays émergent de 215 millions d'habitants, 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l'issue de 2 mandats entre 2003 et 2010. Son investiture mobilise une cinquantaine de délégations étrangères avec 17 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui représente le président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie se déroule en 2 temps. D'abord au Sénat, où Lula et son vice-président prêtent serment devant le Congrès, réuni en session solennelle. Dans son discours d'investiture, l'icône de la gauche s'engage à reconstruire le Brésil et réconcilier les Brésiliens. Sans surprise, il entend aussi s'investir à renforcer la coopération entre son pays et le continent africain. L'investiture d'aujourd'hui avait comme objet surtout d'écouter le discours d'investiture du président nouvellement élu de la République fédérale du Brésil, Lula da Silva. Nous aurons des échanges plus approfondis, mais ce qu'on peut retenir déjà et se féliciter, c'est que dans son discours, un paragraphe entier a été consacré aux relations bilatérales, aux BRICS, et ce qui correspond totalement à notre vision des choses. Et le fait qu'ils veulent jouer un rôle pivot dans ce qui se dessine au sein des BRICS. Le président Lula s'est offert un véritable bain de foule. Moment de communion avec des dizaines de milliers de sympathisants du Parti des travailleurs acquis à sa cause. L'instant est suivi du deuxième acte de la cérémonie, la réception de l'écharpe présidentielle sur l'esplanade des ministères au cœur de Brasilia. Juste après, le Premier ministre lui transmet les félicitations du chef de l'État et du peuple malien. Les 2 personnalités échangent quelques mots fraternels et se donnent rendez-vous ce lundi pour un tête-à-tête. Un volet festif était également au programme avec de nombreux concerts géants à travers la capitale brésilienne. En marge de l'investiture du président Lula da Silva, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, accompagné du chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, a échangé avec plusieurs personnalités. Dr Choguel Kokala Maïga a notamment rencontré la présidente du Sénat de Russie, les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite et de Turquie. Avec toutes ces personnalités, il a été question des relations d'amitié et de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Des sujets d'intérêt commun sont essentiellement abordés par le chef du gouvernement et ses interlocuteurs. Le gouvernement de transition a unifié ce qu'on appelle la grille salariale. Le président de la transition a signé par ordonnance la dite grille.
L'incidence financière de cette harmonisation tourne autour de centaines de milliards de nos francs. À travers cette grille unifiée, le gouvernement a atteint des objectifs majeurs. Le premier, c'est d'assurer une certaine justice sociale pour ceux qui travaillent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire faire en sorte qu'en termes de revenus, tous bénéficient les mêmes indices. L'autre objectif est d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs à travers les différentes augmentations. Pour mieux comprendre, suivons ces dossiers signés Garibou Pérou et Abou Koné. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a signé l'ordonnance fixant la grille indiciaire unifiée des personnes relevant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. La présente ordonnance, qui ne s'applique pas aux enseignants-chercheurs, est en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Que le gouvernement a pris le 16 juillet 2021, l'ordonnance numéro 2021 003 PTRM portant grille indiciaire unifiée. Lorsque certains étaient à 1200, d'autres bloqués à 920, qui souvent, pour le même nombre d'années d'études, il se trouve que vraiment, il y avait une différence énorme. L'harmonisation de la grille indiciaire est d'abord à l'actif du président de la transition qui a signé cette ordonnance et ensuite aux partenaires sociaux qui se sont battus et obtenu un accord au profit de l'ensemble des travailleurs. Pour la catégorie A, l'indice plancher est 496 et l'indice plafond 1382. Pour la catégorie B2, l'indice plancher est 376 et l'indice plafond 1017. Pour la catégorie B1, 330 indices plancher et 901 indices plafond. Et enfin, pour la catégorie C, l'indice plancher est 306 et l'indice plafond 760. Nous sommes satisfaits de ce côté parce que ceux qui n'ont jamais pensé qu'un jour ils allaient obtenir vraiment tel niveau, aujourd'hui ils sont à ce niveau. Donc ça c'est une satisfaction. C'est des acquis de l'UNTM et finalement transformés en acquis de l'État aussi. Parce que l'État a accepté, l'État a concédé. La grille unifiée permet d'avoir une fonction publique juste et équitable dans le domaine de la gestion des carrières et des rémunérations. Ensuite, cette grille unifiée également nous permet de mettre fin aux nombreuses revendications catégorielles. Cette grille harmonisée est une excellente initiative de l'État et des partenaires sociaux de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier, M. Pérou, que chaque fois qu'il y a des grèves dans l'administration publique, l'économie en souffre, nos entreprises en souffrent. La signature de cette ordonnance a été motivée par les soucis de justice sociale et d'équité. Elle sauvegarde aujourd'hui un climat de sérénité permettant au gouvernement de faire face aux autres urgences créées par les différents aléas. L'équation relative à la justice sociale est résolue parce que ce sentiment, cette inéquité qui existait entre les différents corps, cette inéquité a été résolue. Ce problème a été résolu à travers la grille unifiée et la transposition dans la grille unifiée pour tous les corps et en respectant bien sûr l'indice plancher et l'indice plafond. L'État consacre aujourd'hui plus de la moitié des recettes fiscales mobilisées rien qu'au paiement des salaires, contre une norme communautaire de 35%. C'est-à-dire la bonne pratique voudrait que ce ratio soit contenu dans une norme de 35%. Ceci dénote en réalité la volonté du gouvernement de transition et l'importance accordée à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics. Quand les salaires augmentent de façon, je dirais, non contrôlée ou qui ne tiennent pas compte des réalités du pays, vous avez le risque aussi d'avoir une inflation parce que vous augmentez les revenus. Donc ça veut dire que vous augmentez la capacité de consommation des personnes dont les revenus ont été augmentés. Ça veut dire que vous augmentez la demande. Et quand vous augmentez la demande et qu'en face, l'offre n'augmente pas, vous avez de l'inflation.
Le vaste chantier de l'harmonisation de la grille salariale est ouvert. Il est cependant bon de rappeler ce que sa prise en charge représente dans la masse salariale. La masse salariale, c'est le traitement indiciaire, donc la grille, auquel s'ajoute l'ensemble des primes indemnités, ce qu'on appelle les accessoires de salaire. Et c'est cet ensemble-là qui fait la masse salariale qui tourne aujourd'hui autour de 904 milliards. Ce montant, quand on le rapporte aux dépenses totales, représente 34,11% des dépenses totales du budget d'État qui fait 2647 milliards dans le budget rectifié. Il faudra aussi voir côté recettes, c'est-à-dire combien représente l'effort du paiement des salaires sur l'ensemble des recettes fiscales mobilisées. L'application de la grille indiciaire unifiée a nécessité une incidence financière de plus de 150 milliards de francs CFA, mais elle a permis l'apaisement du climat social. Le gouvernement a consacré à peu près 200 milliards pour assurer en tout cas ce paiement-là. Oui, la revalorisation pèse sur l'économie nationale. Tout de même, elle réduit les conflits sociaux. À ce titre, le gouvernement a atteint les objectifs majeurs. Pour les agents de l'État qui travaillent dans les mêmes conditions, il faudra faire en sorte qu'en termes de revenus, et qu'ils aient les mêmes indices plafonds pour des motifs de justice sociale. Et l'autre objectif, c'est aussi d'améliorer en tout cas le pouvoir d'achat des travailleurs à travers les différentes augmentations. Oui, c'est toujours, je dirais, une bonne chose d'abord de négocier. Et de négocier sans rupture, je dirais, syndicale, sans rupture sociale, sans grève. Parce qu'on ne doit jamais oublier qu'un jour de grève pour un pays, c'est des milliards qui s'envolent et qui ne seront jamais rattrapés. En dépit de l'environnement économique et social difficile, les autorités ont harmonisé la grille salariale, ce qui dénote la volonté des autorités de la transition à améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Les partenaires sociaux et l'État régulateur doivent préconiser le dialogue, comme ce fut d'ailleurs le cas, cela afin d'offrir au monde du travail une assise confortable pour faire évoluer le pays et son économie. Tel est le choix ardent des autorités de la transition. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone, a procédé ce week-end à l'inauguration du nouveau siège de la cellule de gestion du système d'information forestier CIFOR, sise à la base aérienne. La réalisation de la bâtisse et les équipements ont coûté plus de 845 millions de francs CFA, entièrement financés sur budget national. Jules Sambou Sissoko. Le nouveau siège de la cellule de gestion du système d'information forestier est un complexe administratif flambant neuf, R+M, avec les commodités possibles. Il comprend 32 bureaux équipés, dont 3 salles de réunion, 2 salles de formation, 3 bureaux pour le stockage et l'archivage des données et 2 salles informatiques. Le joyau architectural permettra de renforcer les capacités opérationnelles du personnel de la cellule de gestion du CIFOR. Permettez-moi de vous témoigner et la gratitude de l'ensemble du personnel des eaux et forêts pour les efforts déployés en vue d'améliorer les conditions de travail des cadres du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en général et celles des eaux et forêts en particulier. À titre d'illustration, hier c'était l'inauguration du siège de l'ABFN. Aujourd'hui, c'est le tour de la Direction nationale des eaux et forêts à travers l'inauguration du siège du CIFOR, service spécialisé de l'ADNF. La cellule de gestion du CIFOR a pour mission de capitaliser les données des ressources forestières et fauniques et de diffuser les informations sur ces ressources et sur les superficies brûlées des feux de brousse. Ce projet est codifié le 29 mars 2017 sous le numéro 0071 DGMP DSP 2017 a dû attendre 5 ans pour connaître son épilogue pour un montant total de 845 675 825 francs CFA. C'est le lieu de remercier vivement les hautes autorités de la transition à travers le président de la transition, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement de transition, et notamment le ministre de l'économie et des finances, qui n'ont ménagé aucun effort
afin que cette institution puisse se faire. La coupure symbolique du ruban et la visite du joyau ont permis d'apprécier le confort et l'effort financier consenti par l'État. 20e session du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique. Les administrateurs de l'INSTAT placent cette session sous le signe des défis. Au cours de cette session, ils examinent l'état de mise en œuvre des recommandations de la 19e session, le rapport d'activité et l'exécution du budget de l'année 2022. Boubacar Kanouté. L'Institut national de statistique INSTAT collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société malienne et contribue du coup à l'amélioration d'une bonne utilisation de la statistique. Cette 20e session de son conseil est l'occasion pour les administrateurs de se pencher sur les voies et moyens de mieux booster cette structure. À la date du 31 octobre 2022, malgré un contexte particulièrement difficile, l'INSTAT a pu réaliser environ 54,5% des activités programmées dans son plan d'action 2022 et entamer la réalisation de 21,2%. À cet effet, ce taux est jugé encourageant et même satisfaisant. Nous ferons le point de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 19e session ordinaire du Conseil d'administration avant de procéder à l'examen des rapports d'activité et d'exécution du budget au octobre 2022 de l'Institut national de la statistique. Le Conseil examinera également les documents relatifs au plan d'action 2023 de l'INSTAT. Cette année, l'Institut national de la statistique a réalisé 2 opérations majeures, notamment le recensement général des unités économiques et le recensement général de la population et de l'habitat, dont le déroulement est terminé et que le traitement est en cours, afin de pouvoir fournir des informations vraiment détaillées, ce qui va donner vraiment beaucoup d'informations pour les autorités à tous les niveaux, communal, local et même national, pour vraiment élaborer des projets de développement. L'Institut national de la statistique relève ces défis et place notre pays au cœur de cette discipline. Suivons à présent la 10e session ordinaire du conseil d'administration de Mali Tourisme avec Alpha Maïga. Le tourisme est reconnu comme un pilier crucial du développement du progrès. Les administrateurs en charge du domaine échangent sur le sujet à la faveur de la 10e session de leur conseil d'administration au titre d'une année 2022 qui s'achève. Au nombre de ces activités, nous avons l'organisation de la première édition du Bamako City Tour et également du voyage intégrateur. Donc c'était des activités destinées au grand public. Il y a eu des activités de renforcement des capacités. Je voudrais à cet égard féliciter la direction générale et l'ensemble du personnel de l'agence pour les résultats obtenus et surtout pour les innovations apportées dans la promotion de l'offre touristique nationale. Les finances, il en a été question pour la nouvelle année 2023, à la clé des innovations de perspective, dont l'organisation d'un forum des ambassadeurs sur le thème « Quel rôle pour la diplomatie malienne dans la promotion touristique de la destination Mali ?» Pour 2023, il y a des innovations. Nous allons organiser le salon professionnel du tourisme qui va mobiliser un certain nombre de régions, sinon toutes les régions du Mali. Déjà, les indicateurs que nous avons sont des signaux assez encourageants par rapport à la reprise de l'activité touristique en 2023. Le programme d'activité 2023 tient compte de cette reprise progressive de l'activité touristique au niveau mondial. Toutefois, le budget 2023 de l'Agence de promotion touristique du Mali est évalué en recettes et en dépenses à 1 675 814 000 francs CFA contre 2 42 558 000 francs CFA en 2022. L'Agence malienne de promotion touristique est un établissement public à caractère administratif. 14e session ordinaire du Conseil de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Parmi les points abordés, l'état d'exécution des recommandations de la 13e session ordinaire. Ibrahim Kaoukounate. Cette 14e session ordinaire du Conseil se tient dans un contexte particulièrement difficile. Malgré les ressources limitées, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako a enregistré des résultats satisfaisants. Nous avons enregistré beaucoup de succès
qui font l'actualité d'ailleurs. Je vais parler du succès de notre université au concours d'agrégation du CAMES, où nous avons envoyé un nombre important de candidats cette année et obtenu également un bon score en termes de réussite. Nous avons aussi nos étudiants qui ont représenté le Mali à une compétition internationale. Ces étudiants sont de la faculté des sciences et techniques. Ils sont revenus premiers avec 4 premiers prix. 4 premiers prix sur 20 prix. Donc le Mali, sur 22 pays africains, a été classé premier grâce à nos étudiants. Nous avons aussi dans le domaine de la recherche notre équipe de recherche biomédicale qui est en train de faire des prouesses. À ce titre, nous venons d'avoir un résultat très très important dans le développement du vaccin contre le paludisme. La tenue de cette 14e session prouve à suffisance la bonne santé de notre université. Féliciter le rectorat pour les nombreux succès du professeur Rokia Sanogo en médecine traditionnelle. Deuxièmement, le nombre record d'admis au concours du CAMES 2023. Troisièmement, l'introduction des figures et groupes et graphiques montrant la tendance évolutive des données dans le rapport 2023. À l'issue de cette session, le Conseil doit adopter le projet de décision accordant l'indemnité à certains agents d'appui et le projet portant création de divisions technologiques de l'information et de la communication. L'Institut géographique du Mali vient également de tenir la 27e session ordinaire de son conseil d'administration. La session essentiellement budgétaire est l'occasion pour les administrateurs de délibérer sur des questions importantes de la vie de l'Institut. Mamadou Fane. Cette 27e session du conseil d'administration de l'Institut géographique du Mali, IGM, se tient dans un contexte difficile pour la structure, des difficultés qui ont impacté le bon fonctionnement de l'Institut. Malgré ce contexte, les défis restent énormes pour l'IGM qui peine à s'imposer dans la mise en œuvre des activités de nombreuses structures. Il revient donc à ses administrateurs d'apporter leur expertise pour permettre à l'Institut de jouer pleinement son rôle. Il faut une synergie d'action de l'ensemble des acteurs, producteurs et utilisateurs d'informations géographiques. Ça, c'est déterminant. Un référentiel géodésique unique au Mali, en République du Mali. Si les gens n'utilisent pas le même référentiel, très certainement les données ne seront pas cohérentes. Il y a un cadre de concertation qui permet à ces acteurs-là de se retrouver et de parler de cette question-là. Et très bientôt, de façon progressive, nous, avec l'accompagnement bien entendu des autorités, nous allons arriver là. Eu égard à toutes ces difficultés que nous avons revu un peu à la hausse. Le budget pour l'année 2023 est estimé à 1,193 milliard. Qui est donc une augmentation de 11% du budget de l'année dernière, qui était estimé à 1,074 milliard. L'IGM est à la croisée des chemins. Il peine à exécuter ses obligations légales et contractuelles. Il éprouve de sérieuses difficultés les produits de la redevance et à supporter notamment ses charges sociales. Plus spécifiquement, la situation du personnel émergent sur fonds propres qui endure des retards chroniques de paiement de sa rémunération, interpelle vigoureusement les organes d'administration et de gestion de l'IGM. Cette session essentiellement budgétaire de l'IGM est donc l'occasion pour les administrateurs de trouver des solutions pérennes pour assurer le financement de l'Institut et lui permettre de faire face à ses missions. 6e congrès ordinaire du STESUP, le professeur Abdou Malé, secrétaire général du bureau sortant, a été reconduit. Lors de ce congrès, les échanges ont porté sur la relecture des textes et l'analyse du rapport moral de la 5e session. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris part aux travaux. Fadima Keita. Le 6e congrès ordinaire est l'occasion pour les délégués de statuer sur le rapport moral du mandat 2009-2012 du comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avant le renouvellement du bureau, les résolutions générales du 5e congrès ordinaire, les avancées et les revendications non satisfaites sont à l'étude. L'objectif est de redynamiser le SNESUP. En instance, nous avons la prime de recherche qui est consignée dans l'article 34 du décret d'application du statut des enseignants chercheurs du 17 septembre 2017. Il s'agit pour le gouvernement de lancer les travaux de négociation
par rapport au taux de la prime de recherche. Reconduit pour un nouveau mandat, le professeur Abdou Malé et ses membres seront comme toujours suivis et assistés par une commission de contrôle. La commission de contrôle est là pour suivre la gestion quotidienne de toutes les activités que le bureau mène au nom du syndicat. Il devra permettre dans un premier temps aux responsables des structures et aux secrétaires généraux des comités d'établissement d'établir une relation de confiance autour des problèmes communs à leur environnement direct de travail. Dans un second temps, les secrétaires généraux et le cabinet ministériel se tiendront informés de l'état de notre système par un dialogue direct et franc avec les comités exécutifs pour ce qui concerne le SNESUP et les autres syndicats et le bureau de coordination pour ce qui concerne les étudiants. Élu pour un mandat de 3 ans, le professeur Abdou Malé, secrétaire général du SNESUP, et les 15 membres qui composent le bureau exécutif national s'attelleront à améliorer davantage les conditions de travail et de vie des professeurs, des cadres administratifs et étudiants de l'enseignement supérieur. Traditionnel point de presse à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. L'état d'exécution du programme de travail annuel 2022 de l'ANPE était au centre de cette conférence. Ibrahim Kaoukonate. Cette deuxième rencontre annuelle avec la presse est organisée par les responsables de l'ANPE. Elle vise à partager le point d'exécution du travail de l'année 2022. Il est inscrit un taux de placement de 42% sur 4000 demandes d'emploi enregistrées. Nous avons donc fait un placement de 1690. Également des entrées en formation de l'ordre de 2300. Et au niveau de l'auto-emploi, nous avons un taux d'insertion en auto-emploi aussi de 68%. Donc voici donc quelques ratios et un taux d'exécution global du plan de travail de 72%. Cet exercice permet aux responsables de la structure de présenter en vidéo et en images le bilan des activités menées pendant l'année écoulée. Nous travaillons à mieux promouvoir la migration professionnelle légale. Cette migration professionnelle légale doit permettre aussi de pouvoir exporter des experts maliens au niveau de la sous-région, mais aussi à l'international pour mieux donner le capital humain du Mali et faire en sorte que ce capital humain soit réellement connu et diversifié. En termes de difficultés aujourd'hui, nous avons l'insuffisance des ressources, mais aussi l'insécurité sur une partie du territoire. Cet exercice de point de presse résulte du souci de transparence de la direction générale de l'ANPE pour montrer au public et aux usagers les réalisations effectuées durant l'exercice budgétaire, et cela en conformité avec le plan de communication adopté par le conseil d'administration de l'ANPE qui a toujours soutenu cette innovation. L'Agence nationale pour l'emploi est un service public à caractère administratif. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'emploi au Mali. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté son rapport annuel 2021 sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Le document met l'accent sur 6 aspects qui portent sur l'état des droits civils en passant par les droits économiques avec un accent particulier sur l'esclavage par ascendance. Aridou Matina. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Mali, partage avec les hommes des médias son document annuel 2021 sur la situation des droits de l'homme au Mali. Ce rapport annuel 2021 de la CNDH Mali examine en 6 parties la situation des droits de l'homme, de l'état des droits civils aux droits économiques en passant par les droits des personnes vulnérables avec un accent particulier sur la question de l'esclavage par ascendance. L'année 2021 a été particulièrement éprouvante pour les populations, marquée par des abus et violations graves des droits de l'homme, constitutifs d'atteinte au droit à la vie et au respect de l'intégrité physique, à la liberté de presse, des manifestations, des cortèges et des réunions. Dans les domaines des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'éducation a souffert d'effectivité dans les zones de conflit. Quant au droit à la santé, si des progrès ont été constatés en matière d'équipement essentiellement, le comportement de certains agents de santé reste à déplorer. Les droits des personnes privées de liberté et la situation carcérale ont connu un léger progrès avec la décongestion des prisons suite à des mesures de grâce présidentielle accordées à certains détenus.
L'Institution nationale des droits de l'homme a aussi traité plusieurs autres aspects, dont le respect du droit à un environnement sain, puis formulé des recommandations à l'endroit des décideurs. Le présent rapport formule des recommandations générales sur la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, le renforcement de l'institution judiciaire en ressources humaines, matérielles et financières, l'adoption d'une loi spécifique réprimant l'esclavage et les pratiques assimilées, l'adoption d'une loi réprimant les violences basées sur le genre. La vision du document, selon la CNDH, est à la fois d'arriver à instituer une culture des droits de l'homme dans notre pays, mais également de contribuer à un meilleur respect des dits droits pour le plus grand bonheur de toute personne résidant sur le territoire national. Le secrétariat permanent du cadre politique de gestion des crises du centre vient de procéder au lancement de son atelier de présentation aux acteurs régionaux, la stratégie de stabilisation dans les régions du centre. Durant 2 jours, la trentaine de participants venus de San et Ségou vont s'approprier le document en vue de sa vulgarisation. Honoré Tchenou. Présenter aux acteurs régionaux la stratégie de stabilisation des régions du centre, puis échanger sur les questions humanitaires et le relèvement économique, c'est l'objectif d'un atelier de 2 jours dont les travaux viennent de commencer à Ségou. La stratégie est articulée autour de 4 axes stratégiques. Le rétablissement de la paix, la sécurité et de la cohésion sociale, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice, la gestion des questions humanitaires et le relèvement économique. Et enfin, la communication et la coordination des interventions. Ce document est un acte majeur d'une grande portée politique en vue de la coordination de l'ensemble des activités de stabilisation de tous les partenaires intervenant dans le centre. La présentation de la stratégie, son plan d'action et ses grandes lignes au cours de cette rencontre permettront aux différents acteurs de mieux cerner les actions de stabilisation réalisées. De façon solennelle, des exemplaires du document sont remis au directeur de cabinet pour les régions de Ségou et San. Aujourd'hui, ce document existe. Il est l'unique outil de référence de notre gouvernement pour tout ce qui concerne la coordination de l'ensemble des activités de stabilisation des acteurs intervenant dans le centre, qu'il s'agisse des partenaires techniques et financiers, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile aussi bien que de l'État. Une visite de terrain sur les sites de déplacés et une rencontre avec les responsables concernés vont sanctionner les travaux de la 2e journée de l'atelier. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, vient de tenir un meeting de soutien à la transition à la maison du peuple de Koulikoro. Étaient présents à la cérémonie toutes les couches de la région. Djemba Moussa Konaté. C'est le chant de l'hymne national du Mali suivi de la minute de silence observée en la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise malienne qui a consacré le meeting de lancement et d'implantation de l'Alliance pour la refondation du Mali AREMA dans la région de Koulikoro. Ce meeting vise non seulement à présenter les orientations du parti à la population de Koulikoro, mais aussi à les inviter à soutenir les actions du gouvernement de transition. La vision de AREMA, c'est un Mali apaisé, engagé pour le développement durable. Et aujourd'hui, l'adhésion prouve à suffisance que les Maliens sont engagés avec l'AREMA, que les Maliens sont engagés avec les forces armées et que les Maliens sont engagés pour leur autonomisation. Nous qui sommes présents ce soir, partageons la même vision du mouvement AREMA qui est celle d'Assimi Goïta. Nous retirons le soutien et nos accompagnements aux autorités de la transition. Selon son président, l'Alliance pour la refondation du Mali AREMA est un nouvel appareil politique qui envisage de rassembler tous les Maliens autour de l'essentiel. Pour le président d'honneur de l'AREMA et non moins chef suprême de Méguétan, Djibril Diarra, en cette période de transition, le premier ennemi de la révolution, c'est la confusion. Par ma voix, le peuple de Koulikoro a soutenu la transition, soutient la transition et soutiendra la transition. Vive le Mali indépendant. La doctrine assimiste, je le rappelle, il s'agit de 3 principes. Le premier principe, c'est le respect de la souveraineté du Mali. Le deuxième principe, c'est le respect du partenariat et des choix stratégiques opérés par le Mali. Et enfin, le troisième,
c'est la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. La remise d'un cadeau au président d'honneur de l'AREMA par le chef de village de Minaka, venu pour la circonstance, et la présence de la diaspora malienne à ces meetings ont été les temps forts de cette cérémonie. La pyramide du souvenir abrite une exposition photo sur l'ancien footballeur Salif Keita dit Domingo. Pour les organisateurs, cette initiative est un devoir de reconnaissance envers l'homme. Adama Traoré. Les admirateurs de Salif Keita d'Imango, les premiers ballons d'or africains, ont pris d'assaut la pyramide du souvenir. Pour cause, une exposition est initiée à son honneur. Cette exposition photo, dénommée Il s'appelle Salif Keita, vise à faire mieux connaître ses héros nationaux à travers son combat professionnel, sa fibre patriotique d'une part et d'autre part, son sens de la reconversion après sa carrière footballistique. La direction a pensé à organiser une expo sur Salif, qui a été un grand homme, patriote, footballeur, roi du ballon. Donc il faudra rendre hommage à ce grand homme. Salif s'est beaucoup battu dans le domaine sportif au niveau du Mali, mais aussi à l'extérieur. Généralement, on dit généralement qu'on rend hommage aux gens quand ils sont plus là. Mais le mieux, c'est de le rendre vivant. Cet hommage à Salif Keita est une occasion qui devrait servir d'exemple aux générations actuelles et futures. Le bon côté de Salif, ça a été le jour où vraiment il a refusé de prendre la nationalité française quand on lui a demandé de le faire à Marseille. Et les Français étaient tellement fâchés qu'ils ont écrit, on ne lui demande pas d'assumer le rôle de Français, mais de prendre la nationalité française à qui on offre cet honneur et il le refuse. Salif Keita est parmi les plus grands joueurs de football dans le monde. Et si l'on devrait procéder à un classement, il serait justement dans le peloton des 10 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football mondial. Ceci est une source de fierté pour tous les Maliens, de toutes les générations, aussi bien les générations antérieures à Salif Keita lui-même que celles postérieures. Donc nous sommes ici ce soir pour célébrer la valeur d'exemple de cet homme. L'exposition photo sur Salif Keita devrait durer jusqu'au début de l'année 2023 et une visite guidée a mis fin à cette cérémonie. Le monument de l'indépendance, celui de la paix ou encore certaines artères de Bamako sont entre autres espaces prisés pour accueillir la nouvelle année. Systématiquement, après les fêtes, ces espaces deviennent comme des dépotoirs. Cette année, le constat est tout autre. Ces endroits n'ont pas connu de dégâts et sont même bien assainis, suivant Bokari Koulibaly. Au lendemain de la célébration du 31 décembre 2022, Bamako redevient coquette. Nous sommes au monument de l'indépendance, l'une des places convoitées par les Bamakois pour les réveillons. C'est aussi le lieu qui fait état d'énormes insalubrités et dégâts d'après-fête. Mais pour cette année, il en est tout autre. Le 31 soir, il y avait un grand concert ici, au fait. Il y avait pas mal de nombre de personnes ici. Donc je vois aujourd'hui qu'ici, ils ont nettoyé ici. C'est très propre. Mais par rapport à d'autres endroits, tu vas voir qu'il y a des saletés partout. Parce qu'il y avait des vendeurs de poulets partout. On les exhorte quand ils vont finir de vendre leurs poulets, de nettoyer l'endroit, de rendre l'endroit propre. Donc c'est ça qui est bon en fait. L'endroit est très propre. L'année passée, ce n'était pas aussi beau que cette année. Nous sommes venus voir dans quel état il se trouve, puisque des instructions avaient été données aux organisateurs de nettoyer après. J'ai été agréablement surprise de voir que effectivement le message a été entendu par les organisateurs. Du monument de l'indépendance en passant par celui de la paix, du monument Obélix ou encore de la place Cannes, que des espaces bien entretenus. À mon avis, comparément aux autres années, on peut dire que c'est pas ça. Parce qu'auparavant, après les fêtes, on voit les monuments
tellement les monuments sales, il y a des caoutchoucs partout là. Mais cette année, on peut dire que c'est acceptable. Les contrôles et surveillances des autorités communales ont porté fruit. Après le passage des festoyeurs, pas de sachets plastiques, pas d'ordures. Ces efforts des autorités communales doivent se poursuivre pour débarrasser définitivement Bamako des ordures. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 151 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, un patient est sous traitement. Chacun de nous peut sauver des vies, pas besoin d'être médecin ou agent de la protection civile. Il suffit juste d'apprendre des gestes de premier secours. Ces gestes consistent à apporter assistance à une personne en détresse avant l'arrivée des secours dans des conditions qui dégraderont le moins possible l'état de santé de la victime. Découvrons ensemble ces techniques de sauvetage dans Focus Santé en rediffusion avec Barakissa Ouattara. Il est rare de circuler aujourd'hui à Bamako sans coïncider avec un accident de circulation. Dans ces circonstances, le premier témoin peut devenir le sauveur. Le premier réflexe pour porter secours est de vérifier l'état de conscience de la victime en lui posant des questions simples et en lui donnant des ordres simples, comme dans cette simulation. Bonjour madame, ça va? Ma victime ne m'a pas répondu. Si vous m'attendez, serre-moi les mains. Cette victime est donc en état d'inconscience, mais elle respire toujours. Dans ce cas, il est important de libérer les voies aériennes en desserrant par exemple le col de la chemise, la cravate ou la ceinture de la victime. Le témoin sauveur bascule ensuite la tête de la victime en arrière, lui ouvre la bouche et le met en position latérale de sécurité. Je tiens ma victime par les articulations. Donc je colle le dos de sa paume à sa joue. Le dos de sa paume à sa joue. Et maintenant, je soulève le genou de ma victime en tenant dans le creux des genoux. Je dois être sûr que ma victime, son talon est sur le sol. Maintenant, j'ai formé un bras de levier. Et ce bras de levier va me faciliter le retournement de ma victime, quelle que soit sa capacité physique, quel que soit le gabarit du sauveteur. Là, c'est un cas d'accident de circulation. Ce qui est aussi fréquent, ce sont des cas d'obstruction de voies aériennes. Si l'obstruction est totale, il y a des techniques qu'on utilise pour obtenir maintenant la désobstruction, telles que les claques dans le dos entre les deux omoplates, ça c'est pour obtenir la désobstruction. Après, en cas d'échec pour les claques dans le dos, on passe automatiquement à la deuxième technique qui est la compression abdominale. Cette technique est aussi plus efficace, mais il faut respecter l'ordre. Si l'obstruction est partielle, il n'y a pas question d'utiliser cette technique-là. Il y a juste d'installer la victime dans une position demi-assise et rester à côté de la victime et demander un avis médical. Avant l'arrivée, vous restez à côté de la victime pour la surveillance. Cela concerne les adultes. Pour les nourrissons, la technique est un peu différente. Pour les nourrissons, il y a une différence. Il y a une manière de tenir maintenant les nourrissons. Comment tenir maintenant le nourrisson pour te donner maintenant les claques dans le dos entre les deux omoplates. Et pour les nourrissons aussi, on ne peut pas faire la compression abdominale, mais plutôt la compression thoracique chez le nourrisson. Pendant la chaleur, on assiste à des cas de saignement du nez. Il peut être bénin. C'est le genre de saignement qui vient tout naturellement. Donc la conduite à tenir, vous demandez seulement à la personne de moucher fort. Après avoir mouché fort, la personne va comprimer les deux narines pendant au moins 10 minutes. 10 minutes, c'est largement suffisant pour que le saignement s'arrête. Et si ça persiste, il faut penser à évacuer la personne immédiatement. Mais en cas de saignement grave du nez, le mieux est d'alerter les secouristes. Si la personne a reçu un coup ou bien la personne a fait une chute de hauteur, donc là maintenant, il ne faut pas demander à la personne de mousser parce qu'on ne sait pas maintenant, ça c'est dû à quelque chose. Soit elle a fait une chute ou bien elle a reçu un coup. Donc ça c'est des complications. Donc l'avis médical compte beaucoup. Vous restez pour surveiller avant l'arrivée des secours. Et face à un cas d'incendie, le formateur insiste sur les premières minutes qui sont cruciales. Car si le feu est découvert à temps, il peut être éteint avec un extincteur. L'emplacement des inserts vous ont été déjà indiqués par les spécialistes en question. Donc maintenant, c'est à vous maintenant
comment l'utiliser et quand est-ce qu'il faut utiliser ces incendiaires-là. Parce que ces incendiaires-là sont destinés pour le début de feu. Mais si le feu se propage rapidement, il faut immédiatement appeler les pompiers. Assimiler ces gestes de premier secours consiste à prendre en charge la victime avant l'arrivée des pompiers. Mais attention, n'approchez le lieu de l'accident que si cela ne présente aucun risque pour vous. Dans la mesure du possible, assurez la sécurité des victimes et des autres personnes présentes. Si la situation est dangereuse et si vous ne pouvez agir sans prendre de risques, alertez les services d'urgence. Et vous pouvez joindre la protection civile sur le 80 0012 01. Le RTM en deuil, Mohamed Kone, animateur en service à la station régionale de Koulikoro, a tiré sa révérence aujourd'hui, aujourd'hui à Koulikoroba à l'âge de 43 ans des suites d'une maladie de courte durée. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui à Koulikoro, plateau de Daouda Kone. Mohamed Kone, communément appelé Costa, n'est plus. Arraché à l'affection de tous ce lundi 2 janvier 2023, des suites d'une courte maladie, il était animateur socio-éducatif de formation. Sortant de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, promotion 2004-2008. Mohamed Kone intègre la fonction publique en 2011 et est affecté à l'Académie d'enseignement de Koulikoro. Il sert d'abord au lycée Djobadjara de Koulikoro comme maître d'éducation physique et sportive avant d'être transféré à l'ORTM en 2014 comme animateur-producteur jusqu'à ce jour. On retient de lui que c'était un enfant qui était courageux, intelligent et vraiment, il avait de l'amour aussi pour son travail. Animateur vedette de Déjeuner en musique et présentateur de Flash Info, Costa, pour les intimes, a laissé le micro pour toujours. Après la prière mortuaire, il a été conduit à sa dernière demeure par ses parents, amis et collaborateurs. Au nom du directeur régional empêché, au nom de tout le personnel de l'ORTM Koulikoro, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille du disparu. Que le tout puisse en accueillir dans son paradis. On est communément appelé Costa, tellement promotionnel. On a commencé le service ensemble à l'académie. Ensuite, il est parti à l'ORTM. Donc, c'est même à travers lui que moi-même je vais partir à l'ORTM. Ces activités qu'il m'a beaucoup parlé. Donc, ce que j'ai pu retenir de lui, c'est ça. Il rigole avec tout le monde, comme c'est sa façon d'être. Mohamed Kone s'en va en laissant derrière lui une veuve, 2 enfants et plusieurs auditeurs inconsolables. Il repose désormais au cimetière de Kolebogo à Koulikoro. Dors en paix, Koleb. Ainsi va la vie. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.